Green Day n'aurait jamais dû survivre. Pas au punk, pas à l'industrie et pas non plus à l'Amérique. Et pourtant, ça fait plus de 35 ans qu'ils sont là. Toujours debout, toujours bruyants et toujours autant dérangeants. Je vais être honnête, pendant longtemps Green Day pour moi c'était un groupe de souvenirs. Des clips MTV, des refrains qu'on connaît tous par cœur, un symbole des années 90-2000. Et plus tu creuses dans leur histoire, plus tu réalises une chose. Green Day n'a jamais été un simple groupe de punk rock. C'est un groupe qui a grandi dans l'Amérique moderne, avec ses contradictions, ses guerres et ses mensonges. Et surtout, c'est un groupe qui depuis plus de 35 ans n'a jamais cessé de se taire. À la fin des années 80, l'Amérique se regarde dans un miroir avec fierté. La guerre froide s'achève, le capitalisme triomphe, l'avenir semble clair. Mais à Rodeo, petite ville ouvrière de Californie, cet avenir ressemble surtout à un couloir sans porte. Billy Joe Armstrong est né en 1972, mais il perdra son père en 82. Il dira plus tard que la musique était devenue à ce moment-là son seul moyen de survivre émotionnellement. All the other kids were playing, baseball and football and doing just normal kid stuff, and I don't know, our parents were always gone, so we had our guitars and that was something we thought was really cool. And Mike Dirnt, lui, y grandit aussi, mais sans stabilité. Famille d'accueil, déplacements constants. Quand ils rencontrent Billy Joe à l'école, ils se reconnaissent immédiatement. Deux gamins de 14-15 ans qui sentent qu'ils n'ont rien à perdre, mais tout à dire. yeah, we didn't really become Green Day until we started really gelling with Trey. We were three guys playing together. Then when Trey joined, we became a band. I just thought these guys were great, Dans les années 70, le punk arrive comme une permission d'être bruyant, imparfait et en colère. Les Ramones, les Dead Kennedys, Black Flag, ces groupes disent tout haut ce que personne n'ose dire. Green Day apprendra très vite que la musique peut aussi être un acte de rébellion et une preuve d'existence. Le 924 Gilman Street devient leur sanctuaire. Là-bas, pas de major, pas de hiérarchie, pas de compromis. On y apprend à jouer certes, mais on apprend surtout à ne jamais effacer qui l'on est. En 1994, Dookie surgit dans un pays qui se croit stable. Longview, Basket Case, When I Come Around, des chansons qui parlent d'angoisse, d'ennui et de peur de devenir adulte. Et c'est précisément pour ça qu'elle frappe si fort. Parce qu'elle dit ce que beaucoup ressentent, mais que personne n'avoue. 10 millions d'exemplaires vendus. MTV les adore, les radios les passent en boucle, Green Day devient énorme. Et quand Basket Case passe à la radio, c'est des millions de personnes qui chantent une chanson sur l'anxiété sans même le savoir. À une époque où la santé mentale est un sujet honteux, Green Day met des mots simples sur un malaise diffus. Mais pendant que le public adopte le groupe, la scène punk, eux, les rejette. À cette époque, la scène punk rock est régie par une règle simple. Ne pas vendre son âme au diable. Autrement dit, ne pas signer auprès de gros labels commerciaux. Un label en particulier, Warner Music, ne lâchera pas l'affaire. Green Day décidera alors de signer pour tous leurs futurs projets, mais Warner n'achèteront pas leurs précédents projets. Suite à ça, Gilman Street fermera ses portes. Green Day est banni, accusé d'avoir signé chez le diable, accusé d'avoir trahi le punk. Billy Joe dira plus tard, on a compris que quoi qu'on fasse, quelqu'un nous détestera. La fin des années 90 est trompeuse. Tout semble aller bien, Internet arrive, l'économie explose, l'Amérique sourit. Mais les nouvelles générations, elles, se sentent perdues. Green Day continue de chanter, mais leurs chansons sont pleines de vide, de fatigue et de confusion. Ils décident alors de parler d'un monde où réussir devient une obligation morale et où l'échec, quant à lui, est une honte.
Green Day devient alors la voix d'une jeunesse qui ne croit plus vraiment au rêve américain. Résultat, ils tournent énormément, souvent dans des petites salles ou des festivals, et découvrent un public qui vibre avec eux. Chaque concert est une mini-victoire, mais aussi un rappel. Le monde n'est pas prêt pour ceux qui hurlent la vérité. Le 11 septembre 2001, un événement qui marqua le monde, créa aussi une fissure profonde dans l'imaginaire américain. Du jour au lendemain, le pays vit sous alerte, les écrans ne s'éteignent plus et les drapeaux apparaissent partout. La peur devient un décor permanent. Billie Joe Armstrong regarde cette transformation avec un malaise grandissant. Il voit les médias changer leurs nuances, les discours se durcir et les critiques devenir suspectes. Il voit les artistes hésiter, baisser la voix et choisir le confort du silence. À ce moment-là, ce qui le frappe le plus, ce n'est pas la colère, c'est l'obéissance. Il voit une chose, la peur transformée en arme politique. Quand la guerre en Irak est annoncée par George W. Bush, il comprend que quelque chose s'est cassé, que le pays qu'il observe n'écoute plus et que continuer à chanter uniquement son mal-être ne suffirait plus. Based on, that's me being confused about what it's like to be an American. And, the American patriotism is much different. America's got this stigma that it walks around with it saying, we're number one, we're the greatest country in the world. For me, that doesn't represent who I am. I don't want to be represented by some redneck from Texas. C'est là que vient l'envie d'American Idiot. À ce moment-là, Green Day pourrait choisir la facilité, continuer à faire des chansons efficaces et rester flou. Mais quelque chose s'y oppose. Les premières démos de l'album sont perdues, accidentellement, et ce qui aurait pu être un désastre devient en fait l'une des meilleures choses de leur carrière. Le groupe repart de zéro avec une idée simple mais dangereuse. Raconter l'Amérique telle que eux la voient. American Idiot n'est pas un album de colère pure. C'est un album de saturation médiatique et politique. Créé comme une expérience, c'est un opéra rock où l'on suit le personnage de Jesus of Suburbia qui s'oppose à la propagande et au conformisme. Il se rebelle contre son quotidien, il parle chercher sa liberté, il affronte ses blessures et ses pertes et finit par réfléchir à tout ce qu'il a vécu. En gros, Jesus of Suburbia, c'est la jeunesse américaine en crise, mais avec une voix, un personnage et un récit complet. Quand il sort en 2004, en pleine guerre en Irak, le risque est immense. Mais le public écoute parce que quelqu'un met enfin des mots sur ce que beaucoup ressentent. Et contre toute attente, l'album devient numéro 1. Le succès est total, presque absurde, avec des concerts de plus de 130 000 personnes en 2 jours. Un album politique devient en fait un phénomène mondial. À ce moment-là, Green Day prouve une chose, dire la vérité, même frontalement, rassemble. 21st Century Breakdown, the video. Mais par l'effort fatigue. Les tournées s'enchaînent et les attentes explosent. En 2009, 21st Century Breakdown sort dans un contexte tendu. La crise financière vient d'éclater, l'Amérique est frustrée et perdue. Cette fois, Green Day nous plonge dans la vie de Christian et de Gloria, 2 jeunes adultes perdus dans un monde. Ensemble, ils représentent la jeunesse du 21e siècle, frustrée, en colère, mais encore pleine d'espoir. L'album raconte leur parcours à travers les hauts et les bas, mais aussi la tentative de trouver un sens et un amour qui tient face à ce chaos. En résumé, 21st Century Breakdown nous montre que même dans un monde en ruine, il y a des histoires humaines derrière la colère de chacun. After American Idiot, I remember there was that feeling of like, oh my God, what am I gonna do now? One of the hardest things I've ever had to do because I set the bar so high. I have a hard time going back and listening to 21st Century Breakdown because it just reminds me of like all of the hard work that went into it. And the Grammy goes to Green Day! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. L'album est un carton, il recevra d'ailleurs un Grammy en 2010 pour la catégorie meilleur album de rock. Par la suite, Billie Joe se perd. En 2012, un événement choquant lors d'un festival marque une rupture. Leur set sur scène est réduit pour cause de soucis d'organisation, mais pour Billie Joe, c'est la goutte de trop. Fuck this shit. I'm gonna play a fucking new song. Fuck this shit. Give me a fucking break. 1 minute left. 1 minute fucking left. You're gonna give me fucking 1 minute? Look at that fucking sign right there. 1 minute. Let me fucking tell you something. I've been around since fucking 1980 fucking 8.
And you're gonna give me 1 fucking minute? I got 1 minute left. Oh, now I got nothing left. Now I got nothing left. Let me show you what 1 fucking minute fucking means. One minute. God fucking love you all. We'll be back. À la suite de cet événement, il entrera en cure, non pas pour sauver un groupe aux yeux du grand public, mais pour se sauver lui-même. Alors Green Day décide de ralentir. Ils ne sont plus les mêmes, mais ils n'ont pas décidé de renoncer. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2017, Green Day a l'impression de voir revenir tout ce qu'il dénonçait en 2004. La peur instrumentalisée, la violence verbale normalisée et la censure des médias. Mais il faut savoir une chose, sur scène, Billie Joe ne décide jamais de se taire. Il sait que ça divisera, mais il sait aussi que se taire, ce serait capituler. Alors en 2016, lors des American Music Awards, Green Day performe leur musique Bang, Billie Joe change les paroles et dit... Le moment est culte et même drôle quand on sait que le président Trump leur serra la main juste avant leur prestation. Certains fans quittent la salle, d'autres applaudissent. Green Day accepte la fracture. Ils ne cherchent plus l'unanimité, ils choisissent ce qu'ils ont toujours choisi. Le 8 février 2026, au Levi's Stadium en Californie, tout est calibré. Le Super Bowl, ce n'est pas qu'un match, c'est un rituel. Un spectacle pensé pour ne froisser personne. Et ce soir-là, avant même le coup d'envoi, une image va venir fissurer le décor. Green Day, un groupe de punk connu pour ses prises de position politiques anti-Trump et anti-système. Quand la NFL annonce leur présence, Internet se divise immédiatement. Pour certains, c'est absurde, pour d'autres, presque ironique. Un groupe qui a passé 20 ans à démonter le mythe de l'American Dream, présent au cœur de l'événement le plus patriotique du pays. Les légendes de la NFL entrent sur le terrain et Green Day commence. Les guitares arrivent, la batterie frappe plus fort. Holiday, Boulevard of Broken Dream et enfin American Idiot. À ce moment-là, que ce soit derrière son téléphone, derrière son ordinateur ou face au concert, tout le monde coupe son souffle et se pose la question, est-ce qu'ils vont réellement chanter ça, ici? Et à l'antenne, on le sent, la diffusion devient un peu nerveuse. Les paroles sont étouffées, des mots disparaissent, le célèbre Subliminal Mindfuck America est coupé net. Pas proprement, pas élégamment. Très vite, les commentaires s'enflamment. Green Day a été censuré en direct, et ce n'est pas un hasard. Quelques jours plus tôt, à San Francisco, Billie Joe Armstrong avait déjà parlé de lui lors d'un concert improvisé, en s'en prenant frontalement aux politiques migratoires. Les réseaux s'en souvenaient, et la NFL aussi. Et juste avant de quitter la scène, Billie Joe lâche une phrase simple, presque banale, qui deviendra un mème en quelques minutes. Pas un slogan, pas un discours, juste une présence. Ils ne sont pas venus provoquer, ils sont venus simplement exister. Après coup, une chose est claire. Green Day n'avait pas besoin d'en faire plus. Le simple fait de jouer ces morceaux-là, à cet endroit-là, devant plus de 130 millions de personnes, c'est déjà une prise de position. Oui, certaines paroles ont été coupées. Oui, le montage télé a tenté de lisser le moment. Mais justement, même censuré, le message est passé. Green Day ne prétend pas sauver le monde, il ne donne pas de leçons, il rappelle juste une chose, quand tout s'invite à se taire, se tenir debout, continuer à jouer, c'est déjà protester.
Et ce soir-là, au Super Bowl 2026, ils n'ont pas crié plus fort que les autres, ils ont simplement refusé de disparaître.